la maison semblait trop silencieuse. Cédric était assis à la table à manger en acajou, la lueur de l'écran de son ordinateur portable se reflétant dans ses yeux fatigués. Son prénom, Cédric, avait toujours semblé appartenir à quelqu'un d'aventureux, un chef ou un explorateur. Mais à 34 ans, c'était un homme d'habitude et de labeur. Il était consultant en informatique et avait passé les 7 dernières années à bâtir une vie confortable pour sa femme, Léa. Léa ne travaillait pas. Lorsqu'ils s'étaient mariés, ils avaient convenu qu'elle s'occuperait du domaine domestique, mais avec le temps, cela s'était transformé, elle dépensait ses revenus dans des retraites de yoga haut de gamme. Des sacs à main de créateurs et des déjeuners interminables avec ses amis dans les beaux quartiers de Paris. Cédric ne s'en souciait pas, ou du moins, c'est ce qu'il se disait. Il l'aimait et tirait une certaine fierté d'être celui qui pourvoyait aux besoins du foyer. Mais ce soir, l'atmosphère dans la maison semblait lourde. Léa était à la soirée des anciens élèves de son lycée, 10 ans après le bac. Elle s'y préparait depuis des semaines, obsédée par sa robe et sa coiffure. Cédric avait ressenti une boule au ventre lorsqu'elle avait mentionné que Maxime, son premier amour de fac, serait là. Ne sois pas bête, Cédric, avait-elle dit en riant tout en retouchant son rouge à lèvres. Maxime, c'est de l'histoire ancienne. Et puis, regarde tout ce que tu m'offres. Pourquoi irais-je voir ailleurs? Il avait embrassé son front et l'avait laissé partir. Mais 2 heures après le début de l'événement, le silence de la maison commençait à le démanger. Il voulait entendre sa voix, l'entendre dire qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait rentrer à la maison auprès de lui. Il prit son téléphone et composa son numéro. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la ligne s'ouvrit, mais ce n'était pas la musique forte d'une salle de bal ni le joyeux « Coucou chérie » de Léa qui l'accueillit. Au lieu de cela, il y avait un bruit rythmique étouffé et une respiration, lourde et saccadée. « Léa » demanda Cédric, les sourcils froncés. « Léa, c'est toi. » La voix d'un homme, épaisse et essoufflée, traversa le haut-parleur. Ce n'était pas une voix que Cédric reconnaissait. « Écoute, mec. Rappelle plus tard. Elle est occupée là. » Clic. La ligne fut coupée. Cédric resta figé au milieu de la cuisine, le téléphone toujours collé à l'oreille. Le silence de la maison revint, mais maintenant, il semblait assourdissant. Son cœur se mit à marteler contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle est occupée là. Les mots tournaient en boucle dans son cerveau, un rythme écœurant qui lui retournait l'estomac. Il regarda l'horloge. 21h42. Il essaya de rappeler, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Il envoya un SMS, c'était qui? T'es où? Aucune réponse. Cédric s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Il voulait conduire jusqu'à l'hôtel où se tenait la réunion, mais il se sentait paralysé. Et s'il avait tort? Et si c'était une mauvaise blague? Mais la voix. La voix avait été si désinvolte, si possessive. Cela ne ressemblait pas à une blague. Cela ressemblait à un homme qui avait exactement ce qu'il voulait. Pendant l'heure suivante, Cédric fut un fantôme dans sa propre maison. Il erra de pièce en pièce, regardant la vie qu'il avait construite. Chaque meuble, l'électroménager haut de gamme, les œuvres d'art au mur, tout avait été payé par ses longues heures de travail et ses échéances stressantes. Léa n'avait jamais contribué le moindre centime. Pourtant, elle occupait chaque centimètre de l'espace. En passant devant le miroir du couloir, il s'arrêta. Il se regarda. Il n'était pas le gars cool. Il était le type qui restait tard au bureau pour que sa femme puisse rouler en Tesla. Il était le type qui achetait des bijoux coûteux place Vendôme pour les anniversaires alors qu'elle oubliait de lui acheter une carte. La douleur n'était pas un coup de poignard aigu. C'était un froid glacial et lent qui commençait dans sa poitrine et se propageait à ses membres. Il sentit une profonde dépression s'installer. Si elle était avec Maxime, si elle faisait ce que cet appel téléphonique suggérait, alors toute sa vie était un mensonge. À 23h30, des phares percèrent l'obscurité de l'allée. Cédric était assis dans le salon plongé dans le noir, le cœur froid. La porte d'entrée s'ouvrit et l'odeur de parfums coûteux et de vin s'engouffra à l'intérieur. Léa entra en fredonnant une chanson, ses talons claquant sur le parquet. Elle trébucha légèrement, gloussant toute seule. « Cédric, tu es encore debout » appela-t-elle, la voix pâteuse mais enjouée.
Elle entra dans le salon et alluma la lumière. Elle sursauta en le voyant assis là, parfaitement immobile. « Bon sang, tu m'as fait peur. Pourquoi restes-tu assis dans le noir comme un méchant de film ?» Cédric la regarda. Ses cheveux étaient en désordre. Pas le désordre stylisé avec lequel elle était partie, mais un véritable chaos. Son rouge à lèvres avait disparu. « Je t'ai appelé, » dit Cédric. Sa voix était plate, dépourvue de la chaleur à laquelle elle était habituée. Le sourire de Léa vacilla une fraction de seconde avant de revenir. « Oh, mon téléphone n'avait plus de batterie, chérie. La musique était si forte. Je n'ai même pas remarqué. C'était tellement ennuyeux. Honnêtement, j'aurais dû rester ici avec toi. » Un homme a répondu à ton téléphone, Léa. Le silence qui suivit fut lourd. Léa cligna des yeux, son regard se tournant vers sa pochette de soirée. Un homme ? Oh, ça devait être le serveur. J'ai laissé mon téléphone sur une table quand je suis allé aux toilettes. Il l'a probablement ramassé pour essayer de trouver le propriétaire. Tu sais comme les gens sont serviables. Il m'a dit que tu étais occupé, dit Cédric en se penchant en avant. Il avait l'air essoufflé. Il m'a dit de rappeler plus tard. Léa laissa échapper un rire forcé et aigu. Cédric, tu deviens paranoïaque. C'était une réunion d'anciens élèves. Les gens boivent. Les gens font des blagues. C'était probablement juste un gars de l'ancienne équipe de rugby qui faisait l'idiot. Tu sais comment sont les mecs quand ils ont trop bu. Elle s'approcha de lui, tendant la main pour toucher son épaule. Tu es fatigué, bébé. Tu imagines des choses. Allons juste dormir. Pendant un instant, Cédric la regarda dans les yeux. Il voulait la croire. Il voulait que la glace dans sa poitrine fonde. Il voulait s'excuser d'être fou et revenir à la façon dont les choses étaient avant. Il faillit hocher la tête. Il faillit la laisser le guider à l'étage, mais alors son téléphone, rangé dans son sac ouvert sur la table basse, vibra. Ping. L'écran s'alluma. Comme le sac était légèrement ouvert, Cédric vit la notification. C'était un message d'un contact enregistré seulement sous la lettre M. L'aperçu du message disait « C'était risqué, mais ça en valait tellement la peine. Regarde ta galerie. On doit absolument remettre ça ce soir. » Léa vit ses yeux se tourner vers le sac. Elle se jeta dessus, mais elle fut trop lente. Ou peut-être que Cédric était enfin plus rapide. Il n'attrapa pas le sac. Il se leva simplement et s'éloigna. Le mouvement fut si soudain qu'il la fit sursauter. « Cédric, attends. » « Non, » dit-il en se retournant au pied de l'escalier. Son visage était un masque de pierre. « Je ne vais pas me disputer avec toi ce soir, Léa. Je vais dans la chambre d'amis. » « Cédric, ce n'est pas ce que tu crois. » Maxime était juste agaçant. Il a envoyé une blague. « Je n'ai pas dit que c'était Maxime, » répondit calmement Cédric. Léa se figea. Elle réalisa qu'elle venait de remplir le blanc elle-même. Cédric entra dans la chambre d'amis et ferma la porte à clé. Il s'assit au bord du lit, la dépression laissant enfin place à une étrange et nette lucidité. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il prit son ordinateur portable et ouvrit un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis des années. Il contenait les copies numériques des actes de propriété de leurs biens. Il regarda le nom sur les documents, Martine Dubreuil, sa mère. Des années auparavant, au décès de son père, sa mère avait insisté pour mettre la maison et leurs investissements immobiliers à son nom pour des raisons fiscales et de planification successorale, avec Cédric comme seul bénéficiaire de son testament. À l'époque, Léa s'était plainte, voulant son nom sur l'acte, mais la mère de Cédric avait tenu bon. « Tu vis ici gratuitement, Léa ?» avait dit sa mère à l'époque. Cela devrait suffire. Cédric réalisa maintenant que l'entêtement de sa mère était sur le point de devenir sa plus grande arme. Il n'était plus seulement un mari. Il était un homme qui n'avait plus rien à perdre et une leçon très coûteuse à enseigner. Le verrou de la porte de la chambre d'amis semblait être la seule chose empêchant le monde de Cédric de sortir de son axe. Il resta assis dans le noir, le silence de la pièce résonnant dans ses oreilles. Toutes les quelques minutes, il entendait les pas de Léa à l'extérieur, hésitant, faisant les 100 pas, le son doux d'une femme qui savait qu'elle venait de sauter d'une falaise et attendait l'impact.
Le soleil se leva avec une cruelle luminosité. Cédric n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à fixer le M sur l'écran de son téléphone, une lettre qui avait réécrit toute son histoire. À 7 heures du matin, il entra dans la cuisine. Il avait l'air épuisé, le teint blafard, mais ses mouvements étaient délibérés. Léa était déjà là, tenant une tasse de café. Elle s'était changée pour mettre un pull en cachemire doux, un qu'il lui avait offert pour Noël, et elle ressemblait à l'image parfaite de la femme repentante. « Cédric » commença-t-elle, la voix tremblante. « J'ai réfléchi toute la nuit. Je sais de quoi cet appel avait l'air. Je sais à quoi ce texto ressemblait. Mais Maxime était juste un idiot. Il a pris mon téléphone pendant que je dansais. » Et Léa, l'interrompit Cédric, la voix plus rauque que d'habitude. Il ne la regardait pas. Il était occupé à se verser un verre d'eau. « Je ne veux pas de l'histoire. J'ai vécu dans tes histoires pendant 7 ans. Je suis fatigué de la fiction. Ce n'est pas de la fiction. Je t'aime. Il n'est rien pour moi. » Elle se leva, s'avançant vers lui, les yeux embués de larmes. Cédric la regarda enfin. La glace qu'il ressentait la veille s'était transformée en un brouillard lourd et suffocant. Il ressentit une vague de profonde tristesse. Il se souvint du jour de leur rencontre. La façon dont il pensait que son rire était le plus beau son du monde. Il avait voulu la protéger, tout lui donner, et il l'avait fait. Il lui avait tellement donné qu'elle avait oublié la valeur de l'homme qui donnait. « J'ai besoin d'espace », dit-il en se détournant de son contact. « Je vais chez ma mère pour le week-end. Ne m'appelle pas, Cédric, s'il te plaît, ne va pas chez Martine. Tu sais ce qu'elle pense de moi. Elle va juste t'empoisonner l'esprit. » Cédric s'arrêta à la porte. « Ma mère n'a besoin d'empoisonner quoi que ce soit. Léa, c'est toi qui as ramené le venin à la maison. » Il conduisit jusqu'à la maison de sa mère comme en transe. Martine était une femme formidable, une expert comptable à la retraite qui voyait le monde en noir et blanc, en débit et crédit. Lorsqu'il s'assit à sa table de cuisine et lui raconta ce qui s'était passé, elle n'eut pas le souffle coupé. Elle ne pleura pas. Elle posa simplement une tasse de thé devant lui et s'assit. « Je te l'ai dit il y a 7 ans, Cédric, dit-elle doucement. Une femme qui ne veut pas construire une vie avec toi finira par trouver un moyen de détruire la tienne. Tu étais son ticket gagnant, pas son partenaire. Je me sens comme un imbécile, maman, chuchota Cédric, la tête dans les mains. Je travaillais 60 heures par semaine pour qu'elle puisse avoir une vie de loisirs, et elle a utilisé ses loisirs pour trouver quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un imbécile d'aimer quelqu'un, dit Martine, la voix ferme. Mais tu serais un imbécile de rester. Maintenant, parlons de la maison. Elle fouilla dans un tiroir de la cuisine et en sortit un dossier bleu. Tout, cette maison, la maison de ville où vous habitez, et le petit appartement à Paris que tu utilises pour les revenus locatifs, tout est à mon nom. Légalement, Léa n'a aucun droit sur les titres de propriété puisqu'elle n'a pas contribué à l'hypothèque ni à l'entretien avec ses propres revenus, et les propriétés n'ont jamais été à vos deux noms. Elle est une invitée. Cédric regarda les documents. L'appartement à Paris était un modeste 2 pièces. Il l'avait acheté comme filet de sécurité il y a des années. Il était actuellement vide, le dernier locataire ayant déménagé 1 mois plus tôt. Elle n'aura nulle part où aller, murmura Cédric. Elle a une mère, répondit froidement Martine. Et elle a Maxime, apparemment. Qu'il lui fournisse ses pulls en cachemire à partir de maintenant. Cédric resta chez sa mère pendant 3 jours. Durant ce temps, le brouillard commença à se lever, remplacé par une dépression froide et tranchante. Il n'était pas du genre vengeur. Il ne voulait pas crier ou casser des objets. Il voulait juste que la douleur cesse. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix de cet homme. Elle est occupée là. Le dimanche soir, il reçut un email. Ce n'était pas de Léa. C'était d'un compte anonyme jetable. Objet, je pensais que tu devrais voir la version complète. En pièces jointes, il y avait 3 photos. Elles provenaient de la soirée. Sur la première, Léa se penchait vers Maxime à un bar, sa main sur son torse, riant d'une manière dont elle n'avait pas ri avec Cédric depuis des années. Sur la seconde, il quittait l'hôtel par une porte latérale. La troisième fut le déclencheur. C'était un selfie que Maxime avait pris dans une voiture.
Léa était en arrière-plan, regardant la caméra avec un sourire en coin joueur et provoquant. La légende au bas de la photo, recadrée d'une publication sur les réseaux sociaux, disait « Les vieilles flammes brûlent plus fort ». Désolé, pas désolé. Cédric sentit quelque chose se briser en lui. La tristesse ne disparut pas, mais elle passa au second plan. Le consultant en informatique prit les commandes. Il réalisa que pendant qu'il était à la maison à s'inquiéter pour elle, elle célébrait sa trahison. Elle n'était pas victime d'une erreur. Elle participait à un jeu. Il prit son téléphone et appela un avocat que sa mère lui avait recommandé. « Je veux lancer la procédure », dit Cédric, la voix dénuée d'émotion. « Pas de médiation, pas de prestations compensatoires. Je veux qu'elle soit hors de la maison d'ici vendredi. » « A-t-elle un endroit où aller ?» demanda l'avocat. Cédric pensa à la petite maison pleine de courants d'air où vivait la mère de Léa, à 3 villes de là. Il pensa à la vie de luxe à laquelle Léa s'était habituée à ses frais. « Ce n'est plus mon problème », dit Cédric. Il rentra chez lui ce soir-là. Léa l'attendait, l'air anxieux. Elle avait nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille. Elle avait cuisiné son plat préféré. « Cédric, tu es de retour », s'écria-t-elle en courant vers la porte. J'étais si inquiète. J'ai bloqué Maxime. J'ai tout effacé. On peut surmonter ça, je te le promets. Cédric passa devant elle, ignorant l'odeur du poulet rôti. Il alla à la table à manger et posa une seule enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? demanda Léa, la voix faiblissante. Ton avis d'expulsion, dit Cédric. Et les papiers du divorce. Léa rit, un son nerveux et flottant. Expulsion, Cédric ? Tu ne peux pas expulser ta femme. C'est notre maison. Nous sommes mariés. En fait, dit Cédric en se tournant pour lui faire face avec une expression d'un calme glacial, c'est la maison de ma mère. Tu es une occupante à titre gratuit, et comme il n'y a pas de bail ni de propriété, ma mère a décidé qu'elle ne souhaitait plus t'héberger. Tu as 5 jours pour faire tes valises. Le visage de Léa traversa une transformation terrifiante. Le masque de l'épouse repentante se brisa, révélant un désespoir dentelé et laid. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien. Je n'ai pas de travail, Cédric. Où suis-je censé aller? Sur le canapé de ma mère? Peut-être que Maxime a un lit d'appoint, dit Cédric. Après tout, tu étais assez occupé pour lui l'autre soir. C'était une nuit, hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la maison vide. Une nuit après 7 ans à être une épouse parfaite? Une épouse parfaite ne fait pas une réunion d'anciens élèves à l'arrière d'une voiture, Léa. Une épouse parfaite ne laisse pas un autre homme répondre à l'appel de son mari. Cédric se dirigea vers l'escalier, mais il s'arrêta et la regarda. Elle sanglotait maintenant. De vrais soubresauts laids et lourds. Il sentit une lueur de l'ancien Cédric, celui qui voulait tout réparer. Mais ensuite, il se souvint du selfie. Désolé, pas désolé. Les serrures changent vendredi à midi, dit-il. Je te suggère de commencer à faire tes cartons. Les 4 jours suivants furent un accident de voiture au ralenti. Léa passa par tous les stades du désespoir. D'abord vint la rage. Elle jeta un vase contre le mur, hurlant que Cédric était un monstre de la jeter à la rue. Puis vint le marchandage. Elle proposa de signer un contrat post-nuptial, d'aller en thérapie, de le laisser suivre son téléphone 24h24. Enfin vint le silence. Cédric passa la plupart de son temps au bureau, s'enterrant dans des lignes de code. C'était le seul endroit où les choses avaient du sens. Dans le monde du logiciel, s'il y avait un bug, on le trouvait et on le supprimait. Léa était un bug qui avait corrompu tout son système d'exploitation. Quand il rentrait, il ignorait les cartons emballés dans le couloir. Il ignorait les yeux cernés de rouge de la femme qui était autrefois son monde. Il se sentait comme un étranger dans le musée de sa propre vie. Le jeudi soir, la veille du changement des serrures, Cédric était assis dans le bureau quand Léa entra. Elle ne criait plus. Elle semblait toute petite. Elle n'avait pas de maquillage. Ses cheveux étaient tirés en un chignon négligé. Et elle tenait son téléphone. Il m'a bloqué, chuchota-t-elle. Cédric ne leva pas les yeux de son livre. Qui? Maxime? Elle laissa échapper un rire creux et amer. Dès que je lui ai dit que j'étais mise à la porte et que je n'avais plus accès à tes comptes,
il m'a dit qu'il ne cherchait rien de sérieux et a bloqué mon numéro. Il n'allait jamais quitter sa vie pour moi. Il voulait juste voir s'il pouvait encore m'avoir. Cédric ressentit une secousse glaciale de vindicte, mais elle fut rapidement suivie d'une vague d'épuisement. Donc, tu as échangé un mari qui t'admirait pour un homme qui ne voulait même pas te payer un déjeuner. C'est un sacré échange, Léa. Je sais, sanglota-t-elle en s'affaissant sur le sol. Je suis un cliché. Je suis la femme au foyer qui s'ennuie et qui a tout gâché pour le fantôme d'un souvenir. Je n'ai rien, Cédric. La maison de ma mère a de la moisissure dans la chambre d'amis et elle peut à peine payer son chauffage. Je n'ai pas de CV. Je n'ai pas travaillé depuis une décennie. Je suis terrifié. Cédric la regarda. C'était le moment où il avait imaginé qu'elle réaliserait l'ampleur de son échec. Il s'attendait à se sentir triomphant. Il s'attendait à se sentir puissant. Au lieu de cela, il se sentait juste lourd. Il voyait une femme qui était l'ombre de la personne qu'il aimait. Et malgré la trahison, il se souvenait de la fille qui lui avait tenu la main quand son père était mort. Il se souvenait des années de chaleur, même si elles étaient construites sur une fondation de son égoïsme à elle. Il ne dit rien. Il se leva et alla dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, Cédric ne put dormir. Il n'arrêtait pas de penser à l'appartement, le petit 2 pièces à Paris. Ce n'était pas le luxe. Il n'avait pas vu sur un parc ni de cuisine en marbre. Mais c'était propre, sûr, et c'était vide. Il pensa aux mots de sa mère. Qu'il pourvoie à ses besoins. Mais Maxime était parti, et Léa était, malgré tous ses défauts, un être humain qu'il avait promis de protéger autrefois. Le lendemain matin, vendredi, était la date limite. Le serrurier était prévu pour midi. Léa était dans le hall d'entrée, entourée de 3 valises et 4 cartons. Elle ressemblait à une réfugiée. « Je pars, dit-elle, la voix éteinte. Je vais appeler un Uber pour m'emmener à la gare routière. » Cédric se tenait en haut de l'escalier. Il tenait une petite clé argentée dans sa main. Il la regarda longuement. Son cerveau lui disait de la laisser partir, de la laisser ressentir tout le poids glacial de ses choix. Mais son cœur, la partie de lui qui était encore Cédric, ne pouvait pas le faire. « Attends, dit-il. » Léa se retourna, une minuscule étincelle d'espoir vacillant dans ses yeux. « Est-ce que tu me laisses rester ?» « Non, » dit fermement Cédric. Le nom était important. C'était la limite qu'il aurait dû fixer il y a des années. Le divorce aura lieu. Le mariage est fini. Tu déménages de cette maison aujourd'hui. L'étincelle mourut. Elle hocha la tête et tendit la main vers son sac. Mais, continua Cédric en descendant les escaliers, je ne vais pas te laisser finir sur un banc public. J'ai un bien locatif à Paris. C'est un 2 pièces rue de la Convention. C'est petit, mais c'est à toi pour un an. Loyer gratuit. Léa eut le souffle coupé, ses mains volant à sa bouche. Cédric, pourquoi? Parce que je t'aimais, dit-il, sa voix se brisant pour la première fois. Et parce que je ne suis pas comme toi. Je ne détruis pas les gens pour le plaisir. Mais il y a des conditions. Il lui tendit un morceau de papier. 1 an. Pendant cette année, tu trouveras un travail. N'importe quel travail. Tu paieras les charges. À la fin de cette année, le bail est terminé et tu te débrouilles. Ce n'est pas une seconde chance pour nous. C'est une seconde chance pour devenir une adulte fonctionnelle. Léa tremblait si fort qu'elle pouvait à peine prendre la clé. Merci. Je ne mérite pas ça. Je sais que je ne le mérite pas, non, tu ne le mérites pas, approuva Cédric. Mais je mérite de savoir que je suis resté un homme bon, même quand tu as essayé de me rendre amer. Le serrurier arriva à midi alors que le bruit des verrous tombant remplissait la maison. Léa chargea ses cartons dans une camionnette. Cédric regarda depuis la fenêtre. Il la vit regarder la maison une dernière fois, la vie qu'elle avait échangée pour quelques heures de nostalgie. Quand elle fut partie, la maison sembla caverneuse. Cédric entra dans la cuisine et s'assit à la table. Il sentit la dépression se lever, remplacée par une paix calme et sombre. Il avait perdu sa femme, mais il s'était sauvé lui-même. Cependant, l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Alors qu'il commençait à débarrasser les dernières affaires de Léa du garde-manger,
il trouva un petit appareil d'enregistrement caché qu'elle avait laissé derrière elle. Peut-être pour l'espionner, peut-être pour entendre s'il lui manquait. Il le ramassa, avec l'intention de le jeter. Mais il vit qu'il enregistrait encore. Il appuya sur stop puis sur lecture, curieux de voir ce qu'elle avait capturé dans ces dernières heures. Ce qu'il entendit lui glaça le sang. Ce n'était pas un enregistrement de lui. C'était un enregistrement d'un appel téléphonique que Léa avait passé juste avant de partir. Cédric tenait le petit appareil, le cœur battant à tout rompre. Il s'était attendu à l'entendre pleurer ou peut-être parler à sa mère. Au lieu de cela, l'enregistrement diffusait les bruits du hall d'entrée, le bruissement de son manteau, puis le son distinct d'un numéro composé. Il a marché, la voix de Léa traversa le minuscule haut-parleur. Elle ne sanglotait plus. Sa voix était tranchante, triomphante et terriblement froide. L'appartement rue de la Convention. Il m'a donné la clé. Je t'avais dit que son complexe du héros ne le laisserait pas me jeter dehors. Il y eut une pause pendant que la personne à l'autre bout parlait. Puis Léa continua, bien sûr que je ne veux pas récupérer Maxime. Maxime était une erreur parce qu'il était négligent. Mais Cédric. Cédric est une mine d'or. Je vais rester dans l'appartement quelques mois, jouer le rôle de la femme réformée, et le temps que le divorce soit finalisé, je l'aurai de nouveau dans mon lit et l'argent de sa mère de retour dans ma poche. Il est trop tendre, Julien. Il est juste trop tendre. Cédric resta assis dans le silence de la cuisine, l'enregistrement grésillant encore dans sa main. Le nom Julien lui dit quelque chose. L'ami avocat de Léa. Elle ne faisait pas que le tromper. Elle élaborait une stratégie. Les larmes, le discours cliché, la peur. Tout cela n'avait été qu'une performance calculée conçue pour exploiter la seule chose dont Cédric s'enorgueillissait, sa gentillesse. La glace qui fondait dans sa poitrine regela soudainement, mais cette fois, elle était plus dure que le diamant. Il regarda la clé argentée qu'il lui avait donnée. Il regarda les papiers du divorce. Il réalisa alors que la pitié pour un prédateur n'est qu'une condamnation à mort pour la proie. Cédric n'attendit pas. Il prit son téléphone et appela le serrurier qui venait de partir. « C'est Cédric. J'ai besoin que vous fassiez demi-tour. J'ai une autre propriété à Paris qui a besoin d'un changement de serrure immédiatement. » Ensuite, il appela sa mère. « Maman, dit-il, la voix aussi stable qu'un battement de cœur. L'appartement rue de la Convention. J'ai besoin que tu appelles la police pour signaler une violation de domicile. Je t'envoie un enregistrement tout de suite. Il prouve qu'elle a obtenu la clé par une fausse représentation frauduleuse et qu'elle a l'intention d'utiliser la propriété pour continuer à me harceler. Je savais que tu retrouverais la raison, Cédric, répondit Martine, la voix emplie d'une fierté sombre. Je m'occupe de la police. Tu gères le reste. Cédric conduisit jusqu'à l'appartement de la rue de la Convention. Il arriva juste au moment où le Uber de Léa se garait. Elle se tenait sur le trottoir, souriant au petit immeuble en briques, imaginant probablement comment elle tisserait sa prochaine toile. Elle vit la voiture de Cédric, et son sourire s'élargit en ce regard reconnaissant et répété. « Cédric, tu es venu m'aider à monter les cartons ? C'est si gentil. » Cédric ne sortit pas de la voiture. Il baissa la vitre et brandit l'enregistreur. Il appuya sur lecture. Le visage de Léa ne devint pas seulement pâle. Il prit une teinte grisâtre maladive. La voix froide et triomphante de l'enregistrement résonna contre les murs de la ville. « Il est trop tendre, Julien. Il est juste trop tendre. » Le serrurier est déjà à l'intérieur, Léa, dit Cédric. La clé que je t'ai donnée, elle est déjà inutile. Et ma mère a déposé une demande d'ordonnance de protection basée sur ton intention de réintégrer la propriété par manipulation. Comme ton ami Julien pourrait le dire. Cédric, je peux expliquer. Tu n'as pas à le faire, l'interrompit-il. Je comprends enfin. Tu ne m'as pas juste trompé, Léa. Tu as traité mon âme comme un projet que tu pouvais rénover. Mais voici le truc avec les architectes, nous savons quand une structure est condamnée. Ce n'est pas juste cassé, c'est démoli. Il attrapa ses 3 valises sur le siège passager, il les avait chargées plus tôt pour l'aider, pensait-elle, et les jeta sur le trottoir. Encore une chose, dit Cédric en se penchant par la fenêtre. J'ai appelé ta mère. Elle a dit que tu peux rester dans la chambre avec la moisissure, mais tu devras lui payer un loyer.
Je te suggère de commencer à chercher ce travail aujourd'hui. J'ai entendu dire que le café au coin de la rue embauche. Ce sera un bon endroit pour pratiquer ta performance pour le coup de feu du matin. Il remonta la vitre. Alors qu'il démarrait, il la vit dans le rétroviseur, debout au milieu de ses sacs coûteux sur un trottoir sale de la ville, hurlant après sa voiture qui s'éloignait. Pour la première fois depuis des années, le son de sa voix ne lui fit rien ressentir du tout. Un an plus tard, Cédric se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, un endroit qu'il avait conçu lui-même, loin de la banlieue parisienne, peut-être dans le sud de la France. Il n'était plus l'homme qui laissait les gens lui marcher dessus. Il était un homme qui vivait selon ses propres mesures. Le divorce avait été rapide. Avec l'enregistrement et les preuves de son infidélité, Léa n'avait pas reçu un seul centime de prestations compensatoires. Aux dernières nouvelles, elle cumulait 2 emplois et vivait dans un minuscule studio. Ses jours de sac à main de créateur avaient été remplacés par la réalité d'un passe Navigo. Cédric prit une gorgée de son café. L'air du matin était clair. Le consultant en informatique avait réussi à supprimer la corruption. L'architecte avait construit quelque chose de mieux. Il était enfin vraiment libre.